Certaines rencontres nous bouleversent, d'autres nous bousculent, modifient notre trajectoire. Il suffit d'un sourire, d'un mot, d'une phrase, d'une minute, d'une demi-heure pour changer le cours de notre vie. Dans cette série d'interviews inspirantes, je vous partage le parcours d'entrepreneurs, de personnes qui ont décidé de donner vie à leurs rêves. Ils vont vous partager les clés de leur transformation, leur réussite, leurs doutes et ce qui leur a permis d'oser. J'espère que ces échanges vous permettront vous aussi de devenir artiste de votre vie. Je suis Anne-Sylvie Dutry, formatrice et coach en prise de parole en public et j'ai créé le podcast et le programme Deviens artiste de ta vie afin de retrouver confiance en vous et développer votre leadership pour entreprendre votre vie. Bonjour et bienvenue dans les rencontres insolites et je suis ravie pour ce nouveau numéro de vous présenter Virginie Chastel. Bienvenue Virginie. Merci Anne-Sylvie, merci pour l'invitation, je suis honorée et un grand plaisir. Déjà, on n'a pas commencé, mais c'est déjà un grand plaisir. Alors Virginie Chastel va nous partager son parcours. Alors Virginie était dans l'éducation nationale. Donc Virginie a créé le congrès de l'écologie relationnelle, également aussi l'Académie des sommets en ligne et dernièrement le sommet Visibilité pour permettre aux personnes qui ont besoin de la visibilité sur les réseaux sociaux de pouvoir faire appel à ces services. Donc merci d'avoir accepté mon invitation Virginie. Bon, écoute, c'est un grand plaisir pour moi de venir échanger avec toi pour la première fois. Alors justement, l'idée de ces rencontres insolites, c'est d'amener en fait des personnes comme toi et moi, des personnes lambda, des personnes qui nous inspirent à venir partager leur parcours et donner peut-être envie à d'autres de s'autoriser enfin à reprendre leur vie en main et à entreprendre. Alors justement, est-ce que tu peux me dire quel enfant était cette petite Virginie quand toi, tu étais à l'école, avant justement d'en faire ton métier, on reviendra sur le sujet, mais quel était toi, quel genre de petite fille tu étais? J'étais une petite fille très joyeuse. Tout m'amusait en fait. C'était alors je parle jusqu'au collège. Après, au collège, c'était moins amusant, j'ai trouvé. Mais ouais, j'étais une petite fille, voilà, en joie, un peu qui se sentait parfois triste parce que fille unique. Donc heureusement, j'avais ma meilleure amie qui habitait dans la même rue que moi, dans le petit village. Donc en fait, on était tout le temps fourrées l'une chez l'autre. Voilà, c'était comme ma sœur. Mais ouais, j'étais une petite fille assez souriante déjà et assez joyeuse. J'ai eu un souvenir assez joyeux de mon enfance en fait. Et tes rêves d'enfant à l'époque, quand tu rêvais, c'était quoi? C'était de rêver cette petite Virginie? Ah, je rêvais de rencontrer le prince charmant. Je rêvais, oui, c'était ça. C'était, il paraît que sur mes cahiers en CP, mes i c'était avec des cœurs sur les points, donc j'étais très romantique. Voilà, donc je rêvais en fait d'être heureuse avec mon prince charmant et puis de vivre une vie. Voilà, d'amour en fait. Ben, j'ai pas de souvenir, tu vois, de rêve, de je deviendrai ça ou je deviendrai ça. J'avais juste envie d'être heureuse, quoi. C'était ce qui est déjà pas donné à tout le monde en fait, d'être heureux. Donc ouais, c'était mon envie, c'était mes rêves. Bon, je crois qu'ils ont été réalisés en fait. Donc, Et arrivé à l'âge adulte, justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers l'éducation nationale, puisque tu as travaillé pendant de nombreuses années ouais. à l'éducation nationale. Donc, qu'est-ce qui a motivé en fait cette envie d'être dans l'accompagnement d'enfants, de jeunes, pour justement les aider à évoluer, à grandir? En fait, j'ai pas rêvé d'être enseignante depuis toute petite. Tu sais, les petites filles qui veulent être maîtresses, les petits garçons qui veulent être pompiers. J'ai un conjoint pompier. Mais tu vois, j'avais pas ce rêve-là. J'avais plein d'envies, en fait. Je me rappelle quand j'étais au collège, j'avais envie d'être architecte. J'avais envie d'être avocate. J'avais envie d'être juge aux affaires familiales. J'avais envie de plein de choses. Je savais pas trop, en fait. J'avais plein d'envies. Et quand je suis arrivée en terminale, donc j'étais en terminale S scientifique et honnêtement je savais pas quoi faire, donc j'ai listé en fait toutes les choses que j'avais envie de faire et je me suis dit je vais commencer par le plus dur, comme ça au moins si je l'ai, donc j'ai commencé par médecine, donc j'ai tenté le concours de médecine que j'ai pas eu la première année, j'ai repassé, j'ai pas eu la deuxième année, puis j'étais ce qu'on appelle reçu collé en fait, c'est-à-dire tu as la moyenne au concours mais tu rentres pas dans le numerus clausus, t'as pas le concours. Puis là, à ce moment-là, on nous dit, tous ceux qui sont reçus collés, vous pouvez rentrer en deuxième année de fac de bio. Et moi, j'avais l'impression d'avoir perdu 2 ans de ma vie, tu vois, quand t'as 18-20 ans
et que tu passes ton temps à bosser 10 heures par jour, à très peu dormir, à te donner à fond pour un concours et qu'on te dit, bah, tu vas pouvoir rentrer en deuxième année de fac, bah, j'ai dit, OK, moi j'y vais. Donc je suis rentrée en deuxième année de bio en sachant pas encore ce que j'allais faire. J'ai passé une année, ma deuxième année, à pas savoir ce que j'allais faire. Puis d'un coup, j'ai dit, ben, en fait, je vais être enseignante, quoi. Donc, je suis partie faire une licence de bio pour, à l'époque, ça s'appelait licence, hein, donc ceux qui comprennent notre âge. Enfin, aujourd'hui, ça s'appelle toujours licence, mais ça se fait en 3 ans. Avant, il y avait le DUG et la licence. Et puis, je suis partie pour être prof de bio parce que j'avais envie de transmettre, parce que j'avais envie d'être au contact des jeunes. Et puis, au bout d'un moment, j'ai pas eu le concours le CAPES de bio du premier coup. Je l'ai eu à la 3e fois. Et j'en avais marre. Je saturais en fait de la matière en elle-même, de la biologie, de la géologie. J'en pouvais plus, ça me sortait par les yeux. Et j'ai dit, en fait, je veux faire de l'enseignement, mais je veux enseigner toutes les matières. Et puis surtout, je veux avoir mes élèves tout au long de l'année parce que je veux vraiment les connaître et les accompagner. J'étais vacataire dans un collège en SVT en même temps, donc je voyais bien que c'était une matière où c'était 1h30 par semaine. On n'était pas suffisamment en contact. Enfin, à mon goût, j'étais pas suffisamment en contact avec mes élèves. Et du coup, j'ai passé la même année, donc cette 3e année, le concours pour être professeur des écoles que j'ai eu, pour le coup là du premier coup. Et donc, je suis devenue professeur des écoles et je suis devenue tout de suite directrice d'école d'une école maternelle. Et ça a été une aventure passionnante, en fait, vraiment. Je regrette pas du tout, mais je savais dès le départ que je ferais pas ça toute ma vie. Voilà. Je suis rentrée dans l'enseignement. Je me voyais pas à 60 ans, 64. À l'époque, je disais 60 ans en me disant je vais aller jusqu'à. Non, mais je me voyais pas être avec des petits à cet âge-là. Donc, je me suis dit je vais enseigner, puis après, j'évoluerai. Voilà. Bon, je n'ai pas évolué comme je l'avais imaginé à ce moment-là. Merci Virginie. Alors justement, on sent dans ce que tu expliques, je pense peut-être avec le recul aujourd'hui, peut-être tu t'aperçois que ce côté d'accompagnement, d'envie d'aider l'autre à progresser, c'est quelque chose qui coulait déjà dans tes veines. Alors justement, tu as travaillé à l'Éducation nationale pendant des années et tu t'es autorisée, tu as osé, j'allais dire, sauter le pas et complètement changer de vie, devenir entrepreneuse de ta propre vie. Alors justement, quel a été ton déclic ? Ouais, c'est pas un déclic très joyeux, mais c'est un déclic et voilà, et c'est comme ça, donc je vais en parler. Enfin, j'en parle maintenant assez librement, mais c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'éducation nationale, voilà, je t'ai dit, je savais que je ferais pas ce métier toute ma vie, mais j'avais imaginé et j'avais fait ce qu'il fallait pour devenir formatrice au sein de l'éducation nationale. Donc j'ai fait un master de formateur d'adultes, tout en travaillant. Et puis, à un moment donné, il y a une année où ça a été limite le burn-out parce que j'ai vécu du harcèlement. J'ai été accusée de harcèlement, mais bon, après, chacun sa vision des choses. En tout cas, moi, je considère que c'était plutôt moi qui subissais le harcèlement. Mais cette même année, au moment où je décide que là, c'est trop dans l'école où je suis, que du coup, je vais y laisser ma santé et que donc je demande à partir de l'école dans laquelle je suis et je demande à partir sur un poste de remplaçant. Donc, je fais cette demande de mutation au mois de mars. On est en 2017, c'est l'année de mes 40 ans. J'ai pas encore 40 ans à ce moment-là. Et un mois après, mon beau-frère entre à l'hôpital pour un cancer et il part d'un cancer foudroyant en 3 mois. En fait, il rentre à l'hôpital, il n'en ressort pas vivant, quoi. Et là, ça a été l'électrochoc, en fait. Je me suis dit, ah, ok, d'accord. Donc déjà, j'ai bien fait de demander ma mutation parce que à ce moment-là, du coup, j'étais suivie par une psychothérapeute qui m'avait dit, là, va falloir réagir parce que sinon, vous allez vous déclencher quelque chose, quoi. Et là, un mois après, mon beau-frère qui a un cancer, qui est le 28 juillet 2017 décède. Donc là, on est pendant les vacances. Moi, j'ai demandé un poste de remplaçant. Là, je me suis dit, ah, ok, en fait, c'est ça la vie, quoi. On peut comme ça s'arrêter en 3 mois, quoi. Et là, je me dis, ok, donc moi, je sais pas combien de temps il me reste. Donc, je pars sur un poste de remplaçant. Mais là, il va falloir que j'aille vivre mes rêves. Sauf qu'à ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est mes rêves parce que je me suis pas vraiment posé la question. Je veux dire, j'avais eu mon concours d'enseignante, j'avais rencontré mon conjoint, on avait acheté une maison, maison, voiture, enfant, on n'avait pas le chien à l'époque. Donc, on l'a maintenant. Mais la vie, voilà, la vie, voilà ce que je voulais, c'est-à-dire être heureuse, sauf qu'en fait, il y avait plein de choses qui me rendaient pas heureuse et je savais pas où était le grain de sable. Mais là, cet événement-là, ça a été l'électrochoc. Je me suis dit, ah, ok,
En fait, ça peut vraiment arriver, ça partir. Et moi, je me suis dit, je veux pas être au dernier jour de ma vie et à regarder ma vie et me dire, ah, mais en fait, t'as pas osé faire ça. Ah, bah, t'as pas osé faire ça. Ah, bah, t'as pas fait ça. Donc, c'est normal que t'aies des regrets aujourd'hui. Donc, je me suis dit, non, plus de regrets. Donc là, c'était tout un travail aussi sur moi-même, de me faire accompagner et par un coach pour une reconversion et par une thérapeute pour aller travailler sur moi, mes blessures, qu'est-ce qui se passait dans ma vie, pourquoi il y avait des schémas qui se répétaient, pourquoi tout ça. Mais ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait que, oui, il va falloir aller vivre ses rêves. Mais à ce moment-là, j'étais encore dans l'éducation nationale. J'avais demandé un poste de remplaçant. C'est après que le déclic, c'est pas. Enfin, et c'est vrai, et merci du partage, parce que souvent on rencontre des personnes qui savent pas vraiment ce qu'elles veulent pas faire. Savoir ce qu'on veut faire, c'est plus complexe. Et comme tu le dis, il y a des moments de vie qui nous anéantissent complètement. Et c'est dommage d'en arriver là. Alors, il y a des personnes qui ont des déclics, comme tu le disais, et c'est très bien. Et puis parfois, on se dit, ben, j'aurais pu, et vivre avec des regrets, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est aussi, et c'est l'objectif aussi de ces rencontres insolites, c'est de venir partager des parcours pour se dire, ben, voilà, aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être pas encore, il n'y a peut-être pas tout l'environnement stable, ou en tout cas rassurant pour pouvoir bouger. Et en même temps, c'est parfois la prise de risque qui va aider à créer quelque chose de différent, quelque chose d'assez vibrant pour la personne qui le vit. Alors justement, dans tout ton parcours de travail sur toi avec la thérapeute, de travail sur la reconversion, etc., qu'est-ce qui a été ton moteur pendant tout ce moment? Parce que je me doute aussi que tu as dû avoir des périodes de turbulence. Quel a été ton moteur pour justement aller jusqu'au bout du projet et te mettre en priorité sur ta vie, justement? Ben, c'est d'essayer, en fait. C'est d'essayer des choses. Et pour le coup, au départ, je suis pas partie sur ce que je fais actuellement. Donc, j'étais en remplacement, hein, donc j'étais sur cette année de remplacement. Et là, pour quelle raison, je ne sais pas, j'ai compris après, une maman d'élève qui bossait dans l'immobilier, en fait, met un post sur Facebook en disant « Vous voulez devenir indépendant, vous voulez bosser dans l'immobilier, contactez-moi ». Moi, je suis remplaçante à ce moment-là, mais j'ai gardé ce lien avec cette ancienne maman d'élève, on est devenus amis. Et je lui mets juste dessous en commentaire, je lui fais « Ah bon, c'est possible de se reconvertir dans l'immobilier ?» Elle savait que je voulais me reconvertir, mais moi, je savais pas dans quoi. Parce que je voulais du coup quitter l'éducation nationale. Et là, elle me dit « Oui, appelle-moi ». On s'appelle, on passe, je pense, 1 heure au téléphone, il est 21h, genre le soir, quoi. Et je lui dis, mais moi, tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais le droit, j'aimais l'architecture, tout ça, peut-être l'immobilier, ça peut réunir des anciennes passions, des anciennes envies. Je lui dis, mais moi, j'y connais rien, quoi. J'y connais rien dans l'immobilier, je sais pas du tout, j'ai pas fait, moi, j'ai une formation de biologiste, ça n'a rien à voir, quoi. Et là, elle me fait mon bilan de compétences, en fait, à ce moment-là. Tout ce qu'elle a vu en moi en tant qu'enseignante, tout ce que je peux amener dans ce milieu, dans l'immobilier, c'est aussi les soft skills. Hein. Et puis elle me dit, et puis tout ce que tu sais pas, ben tu vas l'apprendre. Je dis, ah ouais, t'as raison. Elle me dit, t'apprends vite, tu implémentes vite. Elle me dit, ça va le faire, quoi. Je dis, ok, d'accord, on doit être, tu vois, octobre-novembre de mon année où je suis en remplacement. 15 jours après, je m'inscris pour passer un bachelor en immobilier qui correspond à une licence en fait en immobilier par correspondance. Quoi. Et parce que bon, j'ai le profil enseignant, tout ça, je me dis je peux quand même pas aller bosser dans l'immobilier comme ça, débarquer en sachant pas de quoi je parle, ça me convenait pas trop quoi. Tu vois l'idée quoi. Donc pendant que je suis en mon année de remplacement, en même temps, je reprends des études et je passe un bachelor en immobilier que j'obtiens. Je demande ma disponibilité que j'obtiens et donc je pars bosser. Donc je demande une disponibilité. Donc c'est-à-dire que je garde quand même. Je perds mon poste dans l'éducation nationale, mais je garde la possibilité d'y revenir en fait. Mais je perds mon affectation quoi. Et donc je pars bosser dans l'immobilier. La première année, ça se passe très très bien. Et puis la deuxième année, j'y arrive plus quoi. J'y arrive plus, je peux pas aller chercher des clients et je bloque quoi. Mais vraiment je bloque. Et je vais quand même pour demander ma 3e année de disponibilité. Et là, le hasard fait que en Gironde, à ce moment-là, l'inspecteur décide qu'on n'aura plus le droit à 3 années de dispo, qu'on a le droit qu'à 1 dans toute la carrière. Moi, j'en avais déjà eu 2. Et là, je dis ah mince. Donc là, faut faire un choix. C'est soit je démissionne,
soit je reprends un poste dans l'éducation nationale. Mais là, à ce moment-là, moi, j'ai pas les finances pour démissionner. Ça se passe pas bien dans l'immobilier. J'ai plus d'argent, en fait. Tout l'argent que j'avais de côté, j'ai tout mangé parce que du coup, la deuxième année se passe pas comme je souhaitais. Et là, je suis en pleurs. On est au mois de novembre. Je dis à mon conjoint, je dis, je veux pas retourner dans cet asile de fous. Je veux pas y retourner, quoi. C'est impossible. Et il me dit, bah oui, ma cocotte. Il va peut-être falloir trouver une solution, quoi. À un moment donné, il va quand même falloir que tu ramènes des sous, quoi. Parce que son salaire se compensait pas, en fait, ce que moi, je ramenais pas, quoi. Et là, le hasard, ou coïncidence, fait qu'à ce moment-là, je suis en train de vendre une maison à des gens que je connais dans ma commune et une personne qui est arrêtée, qui est en burn-out à ce moment-là, mais qui est directrice d'un ITEP, un Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, donc qui est dans le cadre de l'éducation nationale, mais de l'enseignement spécialisé, avec des jeunes pas là des déficients mentaux, mais en décrochage scolaire, quoi. Voilà, en phobie scolaire, tout ça. Puis elle me dit, tu sais, toi, je pense que ça t'irait bien, en fait, si tu veux reprendre, tout ça, ça pourrait être pas mal. Et là, j'ai des flashs, en fait, parce que moi, quand j'étais enfin, mon père était, maintenant il est à la retraite, était éducateur spécialisé. Et tous les étés d'étudiante, j'ai bossé dans un institut médico-éducatif avec des jeunes déficients mentaux. Et c'était mon boulot d'été, en fait. C'était mon job d'été. Moi, le handicap, ça me fait pas peur, j'ai pas d'appréhension, c'est un milieu que je connais, que j'aime. Et là, je me dis, ok, je vais reprendre dans l'éducation nationale parce que j'ai besoin d'argent, mais je vais pas reprendre dans le système classique parce que je n'y crois plus, je n'ai plus envie d'y retourner, quoi. Donc, je fais mes vœux de mutation, il fallait faire 30 vœux, et je demande que des postes sur des ITEP, des IME, des classes spécialisées, que du spécialisé, quoi. Et j'obtiens un poste à 20 minutes de chez moi, à Libourne. Et là, pendant 1 an, je suis avec des jeunes en décrochage scolaire. C'est extraordinaire, ça se passe très, très bien. Mais je suis pas revenue pour y rester, quoi. Donc, en même temps, je me fais accompagner par un coach en reconversion. Et là, je lui dis, écoute, j'ai bossé 2 ans dans l'immobilier, ça se passe pas bien, mais là, en fait, il va falloir que je suis revenue dans l'éducation nationale, mais c'est pour en repartir. C'est pas pour y rester, quoi. Donc, il faut que je prépare, en fait, ma sortie de l'éducation nationale, sinon je vais pas tenir, quoi. Et là, il m'accompagne et c'est là où je vois que vraiment, oui, je veux continuer sur de l'accompagnement, mais différemment. Et donc, je monte mon premier projet, qui est la création d'un sommet en ligne, en même temps que je suis dans cette année de reprise dans l'éducation nationale pour préparer ma sortie qui se fait, en fait, je suis revenue 1 an et je suis repartie avec une rupture conventionnelle, quoi. Voilà. Et merci. Alors, ce que tu partages là, c'est quelque chose qui est vraiment important pour l'avoir vécu moi-même. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on arrive, dans ton cas et comme d'autres, moi je suis passée tout juste à ça du burn-out aussi, il y a vraiment cet instinct de se dire je ne peux plus, c'est pas possible. Ça devient épidermique en fait. On a des crises d'angoisse. Moi, j'ai accompagné une personne qui, le fait de repasser devant son lieu de travail, c'était juste pas possible. C'est-à-dire pendant 2 ans, elle faisait des détours pour ne pas passer. Et en fait, les personnes qui n'ont jamais connu un burn-out ne peuvent pas comprendre. Et dans ce que tu expliques, c'est vraiment important de comprendre, de se dire, j'y retourne pour un temps donné. Oui. Parce que parfois, comme tu l'expliques, on n'a pas forcément la possibilité de faire autrement. On a des factures à payer et à un moment donné, il faut bien se donner un coup de pied aux fesses. Et pour les personnes qui nous écoutent, s'il y a des personnes qui sont dans cette situation-là, à l'angoisse de devoir, parce qu'il y a une échéance, ça peut être soit un arrêt maladie ou un congé création d'entreprise qui ne s'est pas fait mais qui arrive à échéance, ou alors le Pôle emploi qui arrive à échéance, comme ça. C'est vrai que c'est très déstabilisant et anxiogène pour la personne qui le vit parce qu'elle ne veut surtout pas revivre ce qu'elle a déjà vécu il y a quelque temps, la situation qui l'a obligée à quitter. Et dans ce que tu expliques, c'est important de comprendre qu'on peut faire les choses différemment. Je l'ai vécu moi, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je retrouve un boulot, mais surtout pas dans… Et j'ai trouvé une autre option, un peu comme toi, j'étais dans la com et je suis repartie dans l'événementiel parce que je me disais, voilà, j'avais l'impression de revenir en arrière, ça allait être au secours. Et finalement, dans ce que tu partages, c'est la possibilité de préparer son changement de vie pour avoir en tout cas une stabilité émotionnelle, psychique et une intégrité physique qui nous fait qu'en fait, on puisse être vraiment à l'écoute de ses besoins. Alors justement, comment toi, parce qu'en fait, même si tu as créé en parallèle ton premier sommet, c'était, voilà, tu pars dans l'inconnu, tu lâches finalement où tu es en fait, tu as trouvé une stabilité par rapport à ta famille, ton couple, ton conjoint, etc. Créer un truc
voilà, qui s'est pas encore fait. Ou comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui t'a permis justement de rester focus et positive? La joie. La joie, vraiment, ça a été le fait de dire qu'est-ce qui me met en joie en fait. Alors j'étais en joie hein, d'aller bosser à l'ITEP, vraiment, j'étais en joie, donc ça m'a permis aussi de tenir. Et puis là, à ce moment-là, enfin, je bossais à l'ITEP, je commençais à 9 h le matin, je finissais, je crois, à 17 h, 4 jours par semaine. Je travaillais pas le mercredi. Et tous les matins, je me levais très tôt, je travaillais 2 heures sur mon projet de sommet avant d'aller travailler à l'ITEP. J'ai rebossé le soir, j'ai bossé le mercredi, j'ai bossé les week-ends. Ça a été une année aussi au niveau de la famille où c'était prenant pour tout le monde en fait. Donc j'ai aussi intégré tout le monde dans mon rêve en fait, quoi. C'est-à-dire que je leur ai dit voilà, moi je suis revenue dans l'éducation nationale, c'est pas pour y rester, j'ai ce rêve-là et donc forcément ça va impliquer que je vais avoir aussi besoin que vous soyez avec moi. Donc j'ai intégré aussi le reste de la famille à ce rêve pour pas qu'ils se disent aussi ouais ben elle s'enferme dans son bureau mais on sait pas ce qu'elle fait, puis nous on est en train de faire à manger ou de faire les courses ou de faire ceci. Enfin vraiment, ça a été un projet de famille aussi. Donc tout le monde m'a soutenue et au départ, je dois vraiment avouer que mon conjoint, il se disait, mais quand même, il est fonctionnaire lui aussi. Et donc, il se disait, mais et personne comprenait, mais elle est quand même en train de lâcher un boulot de fonctionnaire. Pourquoi? On ne sait pas. C'est un peu fou le truc. Enfin, en gros, elle pourrait un peu faire des efforts pour tenir le coup. Tu vois, il y avait quand même ça un peu derrière. Mais du coup, de la culpabilité un petit peu de ressentir ce besoin d'avoir une stabilité et de t'autoriser à partir, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir cette stabilité-là. Ben, c'est là où c'est important en fait d'expliquer quoi et de dire vraiment ce qu'on ressent. Et moi je disais, je comprends que tu puisses pas le comprendre. Aujourd'hui, il le comprend parce que lui aussi vit une situation un peu comme ça. Mais c'était de dire aussi, alors mes parents n'ont pas compris, c'est pas grave. Voilà, je dis ils sont pas là pour comprendre. Mais que mon conjoint et en l'occurrence mon fils et ma belle-fille comprennent, c'était important pour moi. Donc j'ai dû leur dire, je dis voilà, je dis à un moment donné, je dis faut vraiment, enfin je dis j'ai vraiment envie que vous compreniez que pour moi c'est pas possible en fait. Je peux pas y retourner. Je peux pas retourner dans cet environnement qui m'a fait souffrir, dans cet environnement où je vois que aussi on fait souffrir les élèves. Je peux pas cautionner en fait cet environnement-là. Donc c'est viscéral en fait quoi. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Et c'est vrai que tout le monde avait vu aussi le décès aussi de Patrick. Enfin, je lui dis moi je veux pas arriver à ça, je veux pas arriver à me déclencher une maladie. Je suis pas en train de chercher la fortune. Voilà, je suis pas en train de chercher. Bien sûr que j'espère au moins gagner ce que je gagnais en tant qu'enseignante, en prenant en compte qu'il y a plus de retraite, en prenant en compte que c'est pas la même sécurité, donc gagner forcément plus. Je dis mais moi ce que je veux c'est juste être sereine et être heureuse en fait, être joyeuse. Donc je veux garder cette joie. Et là je l'avais plus. Donc ce qui m'a drivé, c'était vraiment la joie et de pouvoir la communiquer, en tout cas aux personnes qui vivaient avec moi, donc les 3 personnes, mon conjoint, ma belle-fille et mon fils. Et honnêtement, même s'ils comprenaient pas forcément toujours, ils me soutenaient. Des fois, même mon fils, il disait oui, mais je comprends pas, maman, parce que là, tu travailles beaucoup. Mais tu as gagné combien avec ça? Parce qu'au départ, la première année, le temps de préparer le sommet, il s'est passé 9 mois où je travaillais énormément, mais il n'y avait pas d'entrée d'argent. J'avais mon salaire à l'éducation nationale, mais j'avais pas d'autre entrée d'argent. Puis lui, il était jeune, il avait 10 ans, quoi. Donc son père lui disait, mais tu sais, on peut pas empêcher maman de vivre ses rêves. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Donc ça va marcher, ça va pas marcher, c'est pas ça le problème en fait. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout pour pas avoir de regrets. Donc ça là-dessus, c'était hyper important en fait que mon conjoint aussi puisse expliquer des fois, même si lui, il m'a dit après, il me dit bon des fois, je savais pas trop où t'allais, mais maintenant il me soutient à 2000%, il croit en moi, des fois plus que moi je crois en moi. Donc ça c'est important, je pense, de s'entourer. En tout cas, les gens qui comprennent pas, il faut vraiment trouver des gens qui comprennent et qui peuvent nous soutenir. Je crois que c'est hyper important. Parce qu'il y a des moments où on va se retrouver très seul, à des moments où on va être dans le doute. Et dans les moments où je suis dans le doute, c'est bien d'aller connecter avec ces personnes qui disent mais tu te rappelles pourquoi tu l'as fait, tu te rappelles ton objectif, tu te rappelles ton intention. Et d'avoir quelqu'un qui me dit tu te rappelles? Ah ouais, je me rappelle, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, j'avoue, hein, c'est pas
même encore, hein, enfin, il y a des fois, c'est pas facile et Pascal me dit, mais moi, je crois en toi. Est-ce que toi, tu crois en toi? Donc, ça, c'est chouette, quoi. Et merci, parce que c'est vrai que souvent, on se rend pas compte, et je peux parler de culpabilité, parce que c'est vrai que moi, je rencontre des personnes qui sont en reconversion ou alors qui ont coché toutes les cases, comme tu disais, la maison, la famille, le prince charmant, la voiture, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, ça colle pas, en fait. C'est intérieurement qu'il y a quelque chose, ça s'éteint tout doucement. Et on se dit, mais si je laisse les choses s'éteindre, mais je suis plus moi. Parce que certaines personnes sont l'ombre d'elles-mêmes et elles ont peur par rapport à l'entourage proche, la famille, comme tu dis, ou même les amis, qui disent, mais enfin, tu as tout pour être heureuse, quoi. Ouais. Et on a de la culpabilité à s'autoriser à dire, mais en fait, non, c'est pas ça ma vie. C'est la vie idéale de peut-être plein de personnes. On nous a donné des croyances depuis qu'on est enfant sur il faut faire ci, il faut faire ça, ce serait bien de faire. Mais en fait, non. Et l'idée aussi de ces rencontres insolites, c'est de se dire, ben voilà, vous n'êtes pas seul. D'autres personnes sont passées par là. Et j'aime beaucoup comme tu amènes les choses, c'est se connecter à la joie. Parce qu'en fait, je pense que c'est ce côté pétillant tu l'as vraiment très bien, cette pétillance. Et parce qu'en fait, ça donne aussi aux autres, ça irradie en fait. Et juste avant de démarrer l'interview, je disais à Virginie, waouh, bravo pour le parcours parce que je t'ai vu évoluer et il y a tout qui a changé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un déjà souriante à la base, mais de fait que ça, à l'intérieur, je pense que tu as rallumé quelque chose, ben forcément, ça irradie à l'extérieur et aujourd'hui, on te sent épanoui dans ce que tu fais, on te sent efficace. Enfin, voilà, tu as aussi pu être vraiment qui tu étais, aligné. En tout cas, c'est ce qui se dégage de toi, quelqu'un d'aligné, de fier de ce que tu fais et avec cette énergie. Voilà, ce sourire, cette pétillance, et ça te va bien, donc tu as bien fait pour ton rêve, j'allais dire. Alors justement, quand on disait qu'il faut se connecter avec des personnes positives, c'est très important, j'en parle souvent aussi dans les formations, de l'environnement peut être soit très dévastateur ou soutenant. Donc, c'est super important parce que tout le monde n'a pas cette vision des choses et il y a des personnes, pour avoir fait du mentorat, et là, je reprends un accompagnement de mentorat d'ici l'été, justement pour accompagner des femmes chefs d'entreprise. Et souvent, on leur explique que c'est compliqué parce que quand l'entourage te dit, mais qui est-ce qui va s'occuper des enfants? Ça va chambouler la vie de famille, on pourra plus être disponible. Enfin, c'est complexe quand même parce que la personne doit aller à l'avenant, en tout cas, se confronter parfois à des choses qui sont parfois difficiles à vivre. Donc, justement, toi, par rapport à tout ça, parce que tu dis tes moments de doute, tu en as encore eu. Donc, quand il y a des turbulences, peut-être aussi, quand le bateau, tu as l'impression qu'il tangue plus qu'il ne faudrait, qu'est-ce que tu mets en place ou en tout cas, qu'est-ce qui te permet de garder ton cap et peut-être de rester justement dans ce côté positif et dans ta joie naturelle, j'allais dire? Il y a deux choses. Il y a effectivement d'aller se connecter avec des personnes où je sais qu'elles vont être soutenantes. Donc, j'ai un cercle d'amis entrepreneurs aussi où je sais que je peux me confier puis je peux partager sans être jugée. Et là, donc, je choisis aussi sans jugement des personnes, mais on sait qu'il y a des personnes qui vont être plus soutenantes que d'autres. Donc, je ne vais pas me livrer et en vulnérabilité à des personnes où je sais qu'elles ne vont pas être en capacité de me soutenir parce que du coup, en fait, je me mets une balle dans le pied, quoi. Donc je fais pas ça. Donc je sais à qui je me confie, ou effectivement aussi à mon conjoint, je sais qu'il est très soutenant. Je suis aussi accompagnée par une coach, je suis dans un mastermind, donc ça peut être aussi à elle, d'autres amis, voilà, entrepreneurs. Donc je choisis vraiment à qui je vais aller partager mes moments de doute. C'est pas que j'ai honte d'aller partager mes moments de doute, c'est juste que le but de les partager, c'est de remonter. Donc si le but c'est de remonter, je choisis à qui je le dis. Et puis après, il y a donc là, ça c'est la connexion avec les autres, et puis après il y a la connexion avec moi-même. Donc quand je suis en moment de doute, déjà je regarde le chemin parcouru. Ce que tu me disais avant l'entrevue, c'est le chemin parcouru. Donc là, je regarde en arrière, je dis, ok, d'accord, il y a un beau chemin parcouru, je n'ai pas ni à avoir honte, ni à voilà. Donc je regarde de manière très objective, je lui dis, ok, tu as été capable de faire ça, donc là maintenant, il y a ça qui a pas marché, je vais très vite switcher. Là, par exemple, très récemment, j'ai lancé un accompagnement, ce qui n'a pas marché en fait. C'était un accompagnement de groupe et il y a personne qui est rentré dedans. Il y avait une personne qui était prête à rentrer dedans, mais en fait, ils voulaient tous de l'accompagnement individuel, mais certains avaient les finances, d'autres pas. Je ne veux pas rester 3 ans sur cette histoire de cet accompagnement qui n'a pas marché, quoi. C'est ok, ça n'a pas marché. On verra plus tard pour vraiment regarder
pourquoi au niveau de la com, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au niveau de la com, ou alors c'était pas le bon moment. On verra un petit peu plus tard un feedback, un retour sur le truc. Là, tout de suite, c'est OK. C'était quoi déjà à l'agenda mon prochain projet? Parce que du coup, moi, je planifie beaucoup à l'avance, c'est-à-dire que tous les mois, j'ai en gros une possibilité, soit d'un petit événement, soit de quelque chose en fait qui va arriver. Donc il y a quelque chose qui n'a pas marché, switch, ok, c'est quoi le prochain? Donc tout de suite, je bascule en fait sur c'est quoi la prochaine chose où je peux aller connecter. Parce que c'est pas parce que ça va marcher que je suis pas bonne là-dedans. C'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il n'y avait pas de la valeur. C'est juste qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu le match parfait entre moi et les clients. C'est tout. Donc il n'y a pas de, je me sens pas à ce moment-là moins, voilà, moins intéressante, ou que voilà, c'est juste, ça va coller, c'est pas grave. Donc je continue en fait. Tout de suite, c'est ma coach qui me dit, c'est un mantra, enfin, je sais pas si c'est vrai, neti, neti, neti. C'est juste, je pense plus à ça, quoi. Ok, je passe à autre chose. Je reste pas dans cette espèce, tu sais, de truc intellectuel là qui fait ah mais pourquoi, oui mais du coup je suis peut-être pas bonne, ah mais je suis peut-être pas bien à ma place, ah mais je suis peut-être pas ceci, mais en fait je dis pas que ça vient pas à moi, hein. Ça vient à moi, mais très rapidement je passe à autre chose. Ok, donc là les gens ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de ça. Alors qu'est-ce qu'ils voulaient? Est-ce que je suis en capacité de leur proposer une autre fois? Est-ce que j'ai envie de leur proposer ça? Et très vite j'ai switché. Écoute, 2 jours après, j'avais un contact pour un rendez-vous. La personne, je la connaissais pas, mise en relation pour un gros contrat pour accompagner sur une création de sommets en ligne. Alors que ça fait 6 mois que je communique plus sur mes accompagnements de créateurs de sommets en ligne. Je pense honnêtement qu'il y a quelque chose, je maîtrise pas tout ce qui est énergétique et tout ça, mais je l'expérimente. Et je pense que si j'étais restée bloquée sur le truc, j'aurais fermé la porte à autre chose. Donc c'est pas rentré, c'est pas grave. Hop, la porte elle est ouverte pour autre chose et puis les opportunités arrivent. Et vraiment, je l'expérimente de plus en plus là, et dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle. Pas rester bloqué sur des échecs entre guillemets. Je mets vraiment des guillemets, hein, mais juste des choses qui se font pas. C'est juste parce que ça devait pas se faire à ce moment-là. C'est pas grave. Donc je rebondis très vite en fait. Et justement, par rapport à ce que tu disais, c'est souvent aussi les personnes ne comprennent pas qu'il y a une transformation, parce que tu parlais de changement extérieur de vie, etc., mais la transformation intérieure est tellement importante dans notre manière de changer notre état d'esprit. Ça me fait penser, quand tu parlais de dire je switch, c'est comme un sportif qui doit faire une épreuve avec plusieurs étapes. Oui. Et si à la première étape, tu te plantes et que tu mets 3 heures ou 3 jours ou 3 mois à réfléchir, alors que tu dois remonter, ça peut être sur des skis ou autre, hein, sur un vélo, ce qu'on veut, tu dois finir le parcours. Donc, en fait, il y a vraiment une capacité de pouvoir transformer rapidement et de switcher son état d'esprit à l'instant T, parce que sans se rendre compte, certaines personnes vont rester à gamberger, aller chercher la faute de qui ou quoi qu'est-ce. Et en fait, non, nous sommes tous responsables de nos propres choix. Et parfois, comme tu dis, on n'a peut-être pas pris la bonne porte. Voilà, ça arrive, et c'est important de savoir faire différemment. Et pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais d'enseignement, et on se rejoint là-dessus, puisque moi, j'interviens en parallèle aussi dans des écoles post-bac de la première année jusqu'à la 5e année sur la connaissance de soi ou de la confiance en soi. Et je passe mon temps à dire aux étudiants, vous n'êtes pas un résultat. Oui, parce qu'en fait, beaucoup de personnes, par rapport à ce que tu partages aussi, Virginie, peuvent se dire à un moment donné, surtout quand on est dans une période encore où les projets ne sont pas en cours, où c'est un petit peu fluctuant, de se dire ah ben ça y est, ça ne marche pas, donc je suis nulle, j'y arrive pas et c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir. Comme tu dis, il y a le moment qui se fait pas entre l'offre et la demande, tout simplement. Et c'est important aussi d'avoir ça en tête, de se dire quand on souhaite devenir artiste de sa vie, il va y avoir des moments où tout ne va pas aller. Et tu parlais d'énergétique, où on ne sait pas. Parfois, la vie, elle vient juste nous challenger, nous mettre des bâtons dans les roues en disant je vais aller la tester pour voir à quel point elle est motivée. Parce exactement.
Ça, c'est hyper important ce que tu dis. Et j'aime beaucoup, et merci de ça, parce que j'aime beaucoup prendre des métaphores quand j'accompagne les gens. Et là, la métaphore du biathlète, par exemple, hein, ski de fond et puis tir à la carabine, s'il s'arrête parce qu'il pense pas avoir été très bon sur sa partie ski de fond et qu'il se concentre pas pour et qui ramène pas, ça pour le coup, c'est vraiment cette comparaison-là, s'il ramène pas le calme, s'il diminue pas son rythme cardiaque pour être capable de bien viser sur son tir à la carabine, en fait, il plante du coup. Et peut-être qu'en fait, il aurait été meilleur que les autres parce qu'on ne sait pas ce qu'ont vécu les autres. Alors là, quand on est entrepreneur, c'est pas parce qu'on n'est pas en comparaison ni en concurrence avec les autres, mais par rapport à soi-même, je trouve que ce parallèle avec le sportif est vraiment extraordinaire. Donc merci, parce que j'adore à chaque fois qu'il y a des images comme ça, je trouve que c'est tellement parlant. Donc ouais, c'est ça. Et puis passer... tout de suite rebondir, et effectivement notre valeur, c'est juste qu'à un moment donné le match parfait c'est pas fait, et je suis d'accord sur le fait de effectivement qu'on soit testé, on est testé constamment, donc c'est des fois c'est ok, tu veux vraiment faire ça, ok, on va te mettre un petit peu quelques bâtons dans les roues pour voir si tu as vraiment la carrure pour le faire. Et j'ai partagé une story l'autre jour, justement, après cet accompagnement collectif où j'ai eu personne. Je n'ai pas dit sur les réseaux, forcément, parce que ça n'avait pas d'intérêt. Mais par contre, ce que j'ai partagé, c'est que c'est facile d'aller bien quand les ventes sont là. Mais d'aller bien quand les ventes sont pas là, c'est plus difficile. Et de ne pas rester à terre et de tout de suite se relever et continuer, c'est ça qui fait la différence chez les entrepreneurs entre celui qui va tenir sur la durée, qui va réussir, et celui qui, au bout d'1 an ou 2 ans, en fait, va reprendre un boulot de salarié. C'est pas parce qu'il n'était pas bon, c'est une question de mindset, en fait, quoi. C'est juste à un moment donné, est-ce qu'il a compris que ça faisait partie de la game, en fait, quoi. Ça fait partie du jeu, quoi, de se planter, de recommencer. Je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur qui n'a jamais eu d'erreur, quoi, d'échec. Je pense qu'il n'y a pas un seul entrepreneur qui n'a pas, à un moment donné, peut-être fini le mois à 0 ou n'a pas vendu ce qui... ça fait partie du jeu, quoi. C'est normal. L'échec fait partie du truc. Donc, si à chaque fois qu'on est en échec, on se dit « Ah, je suis pas bon », on se juge, tout ça, là, en fait, des fois, c'est pas le... Alors, bien sûr, des fois, c'est l'offre qu'il faut retravailler, voir si ça répond vraiment aux besoins du client. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est aussi notre rapport à nous en tant qu'entrepreneurs. Et c'est hyper important d'avoir un travail en développement personnel à côté, de travailler aussi notre confiance en nous, notre connaissance de soi. Ce que tu dis, c'est tellement important. Ça fait partie du... On ne peut pas juste développer notre expertise en tant que professionnel, quoi. Il y a aussi la connaissance de soi. Tout est lié, en fait, parce que, comme tu dis, il y a cette communication vers l'autre. Et aussi, la communication que j'ai avec moi-même était un exemple flagrant. Et merci, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, tu sais, quand elles essayent de changer de vie et de passer justement du salariat à l'entrepreneuriat, parfois, elles restent avec leurs croyances, ou en tout cas, j'allais dire, un état d'esprit de salarié. Et merci pour ton partage, parce que ça prouve justement qu'on peut transformer les choses en étant directrice d'école. Voilà, tu as aussi des avantages, un statut. Enfin, tu vois, il y a aussi tout ça qui fait que j'ai un statut social, etc. Et là, je redémarre de zéro. Et m'autoriser à me dire, je vais enfin peut-être faire quelque chose qui me plaît plus, c'est plus risqué, mais ça me fait vibrer. Alors, ça fait vibrer dans tous les sens du terme. Hein. Pour être honnête avec les gens qui nous écoutent, c'est qu'il y a des matins, on se dit, mais pourquoi je fais ça, quoi? Pourquoi je me suis autorisée à faire ça? Parce que le vertige intérieur de se dire oh, comment je vais faire? J'ai ça, j'ai des échéances, et puis finalement, ce que j'avais prévu, ça ne se fait pas. Et comme tu dis, la vie vient nous challenger. Et j'ai une autre métaphore, si ça peut t'aider, ce que j'explique aussi parfois aux personnes que je prends en accompagnement ou en formation, parce que je leur explique qu'en fait, devenir artiste de sa vie, et c'est aussi pour ça que c'est mon leitmotiv aujourd'hui, il y a quelques années, en fait, je me suis dit, allez, depuis toute petite, je rêvais de monter sur scène. Et je me suis dit, bon, faut oser. Et ce qui m'a poussée vraiment à oser, c'est que je me suis projetée à 90 ans avec mes petits-enfants qui m'auraient dit, c'était quoi ton rêve? De monter sur scène, faire des stand-up ou des conférences, etc. Et dire, pourquoi tu ne l'as pas fait? Et ce silence-là, je me suis dit, mais non, je ne peux pas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'accompagne les étudiants ou les personnes avec qui je travaille, c'est de leur dire, donnez-vous la possibilité de le faire. Et dans ce que tu partages, c'est d'être capable de changer son état d'esprit, parce qu'en fait, on est tous formatés
Forcément, moi aussi, je suis issue d'une famille de fonctionnaires. Quand ils ont dû se dire, mais elle est complètement fana. Pourquoi elle reste pas dans… Elle pourrait suivre un parcours de fonctionnariat, ce qui est très bien. Hein. Par contre, moi, non, j'avais besoin de l'indépendance, etc. Et comme tu dis, aujourd'hui, tu arrives à pimenter, ou en tout cas, assaisonner ton quotidien pour justement, tu te sentes vibrer, vivante, et tu le fais avec beaucoup de cœur. En tout cas, c'est ce qui se ressent de ce que tu partages. Alors, on parlait des turbulences, on parlait des compagnons de voyage, parce que c'est vrai qu'entreprendre sa vie, c'est aussi un voyage au long cours. Dans tout ce que tu as pu partager, Virginie, de quoi tu es le plus fière aujourd'hui ? De montrer aux enfants, donc à mon fils et à ma belle-fille, qu'on peut suivre ses rêves et qu'on n'est pas obligé de faire ce que la société ou l'école attend de nous, en fait. Donc, nous, on a 2 enfants qui ont des résultats très bons, tous les 2, mais avec des profils très différents. Une belle-fille qui est à l'université, qui se sent très bien à l'école, voilà, très scolaire, mais moi aussi je l'étais. Hein. Et puis un fils qui lui est très bon à l'école, mais qui déteste l'école. Donc on sait qu'ils vont pas avoir les mêmes parcours et c'est ok pour les 2. Mais je sais que Maë, a priori, il va pas être très heureux en étant salarié, je pense. Donc c'est aussi lui montrer que c'est possible d'avoir eu aussi un moment de salarié et puis de quitter et de vivre de ses rêves, de vivre ses rêves, de vivre sa vie comme on l'a envie, de créer ses propres règles, mais aussi que c'est pas comment dire, la liberté pour moi c'est choisir ses contraintes, c'est vraiment ça. La liberté c'est pas je fais ce que je veux quoi. Alors oui, c'est sûr que je peux me lever à l'heure que je veux, me coucher à l'heure que je veux, bosser à l'heure que je veux, les jours que je veux, voilà. Ok, d'accord, mais il y a des contraintes quand même. Faut quand même. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et celui qui choisit la contrainte d'être salarié, c'est ok aussi, du moment qu'il s'épanouit et qu'il est heureux. Donc vraiment, ce dont je suis la plus fière, c'est de leur montrer que oui, à 40 ans, on peut choisir de faire un autre parcours. Sans renier celui d'avant, je suis très heureuse de mes 16 ans dans l'éducation nationale. Et je suis aussi partie avant de plus aimer mon travail. Donc ouais, c'est vraiment ça dont je suis la plus fière, c'est de leur montrer que c'est possible. Donc ils pourront faire ce qu'ils ont envie, quoi. J'ai envie de leur montrer ce modèle-là. Oui, puis en fait, en t'autorisant à faire ça, t'inspires d'autres. C'est-à-dire que quand on commence nous-mêmes à nous autoriser à faire des choses qui paraissent peut-être pour d'autres pas dans les clous ou hors cadre, et que ça marche, les gens se disent pourquoi pas. Et c'est vraiment mon intention avec ces rencontres insolites, c'est de se rendre compte qu'on a tous des parcours complètement différents, des vies différentes, puisqu'il y a des personnes qui ont eu pas mal d'obstacles, qui sont pris les pieds dans le tapis. Et l'important, je pense, dans tout ce que tu partages aussi, c'est d'apprendre à se relever. Quelle que soit la situation, là, tu avais vécu perso un burn-out, une situation familiale très compliquée qui a été un électrochoc. Et parfois, certaines personnes, et c'est pas de leur fait, ont du mal à rebondir. Et il n'y a pas voilà, certaines personnes vont être anéanties. Et ça fait partie de leur cheminement à l'instant T, parce qu'on n'a pas tous aussi, comme tu dis, cette capacité de se remettre en selle, il y a un truc qui ne va pas, je rebondis et je fais autrement. Et c'est aussi de partager, de se dire, on peut aimer son métier et on peut créer quelque chose qui nous donne le smile le matin. J'ai cette chance aussi de me dire, quand je suis en formation, que j'accompagne mes clients, j'ai pas l'impression de travailler, les gens me regardent avec des yeux. Mais je dis oui, parce qu'en fait, à chaque fois que j'anime un groupe ou que j'ai une formation, un atelier, tu sais pourquoi tu le fais, en fait. C'est ça aussi. Et ça, c'est important pour quand on est entrepreneur. Tu disais, voilà, on choisit aussi c'est la liberté, tout ça, mais il y a aussi cette notion que les gens n'ont peut-être pas en tête, c'est que parfois, on est salarié, on est contraint, mais quand on est entrepreneur, on est contraint, on a des clients. On a des comptes à rendre, ça dépend l'état de notre activité ou aussi les clients, mais il y a des clients qui nous empoisonnent la vie. Donc ça aussi, c'est pas que le côté hyper sympa, etc. On a plein de problématiques et on n'a pas forcément de matelas qui ne retombe pas sur nos pattes. Enfin bref, il y a tout ce risque, mais qui vraiment en vaut la peine par rapport à un projet qui nous tient à cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, comme tu dis, de montrer l'exemple à ton fils et ta belle-fille. C'est waouh, si maman l'a fait,
je peux le faire, quoi. Et c'est aussi ça, je pense, d'être inspirante et d'impacter par rapport à ton parcours. Et c'est aussi pour ça que je voulais voilà, que tu partages aussi cette facette, parce que c'est pas forcément cette facette-là de toi qu'on voit ou qu'on entend sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est cette dynamique que tu t'es autorisé à insuffler en toi et aller aussi parfois lever le voile sur des parties de nous qu'on n'a peut-être pas envie et si les personnes qui nous écoutent sont dans cette situation-là, ça fait partie du chemin en fait. On ne peut pas se dire, allez, toute la partie que je ne veux pas de moi, je la cache, parce que la vie est bien faite, c'est qu'un jour, elle nous remet sous le nez, on est obligé de rééquilibrer, j'allais dire, nos schémas de fonctionnement ou nos croyances. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment porteur. Et je trouve que dans ton message de dire, voilà, j'inspire aussi, j'ai envie de donner envie ce que tu transparais et ce que tu donnes aussi à tes clients, parce que je sais que tu es quelqu'un qui est très généreuse et qui va passer un temps… En fait, ce qui t'anime aussi, c'est de tellement voir la réussite chez l'autre. C'est ça. Voilà, tu sais, de ne pas te démoraliser, décourager. Et parfois, certains prennent plus de temps que d'autres. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et par rapport à ce que tu disais, les fiertés, etc., au-delà de la fierté, ta plus belle réussite qui serait, et qui te poursuit aujourd'hui, qui te donne envie d'aller encore plus loin pour allez, on va dire les 30, pour tenir jusqu'à 64. Écoute, ma plus belle réussite, je crois, c'est vraiment d'avoir fait en sorte que la famille soit dans mon rêve. Voilà. Parce que honnêtement, moi, parfois, j'ai dit, voilà, si c'est pour que ça explose la famille ou que ça explose le couple, pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait, quoi. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui m'a soutenue et qui me soutient et qui croit en moi. Mais c'est vraiment ma plus belle réussite parce que je sais que il y a beaucoup de couples qui explosent à ce moment-là quand il y en a un qui commence à évoluer. Ça ne veut pas dire que l'autre, il n'y a pas de valeur, hein, mais quand je dis évoluer, c'est évoluer professionnellement ou qui se forme ou dans le développement personnel. Moi, quand j'ai commencé le développement personnel, Pascal, c'était pas du tout son truc, quoi. Et en fait, j'avoue, je l'ai emmené un peu de force. De force. J'avoue, il n'était pas très content, hein, mais j'avoue que je l'ai fait. C'était en 2019, je l'ai emmené dans un événement, il ne savait pas, mais ça a été Je ne conseille pas de le faire, hein, forcément, ce que je dis, mais j'ai senti qu'il fallait que je le fasse parce que je me sentais, moi, commencer à évoluer sur certaines choses et je voulais pas que ça mène à une rupture. Donc j'ai dit je l'emmène. Et puis du coup maintenant il continue, il vient avec moi, il fait des retraites avec moi. Enfin voilà, il lit tous les bouquins que j'ai achetés. En fait, il les a lus avant moi. avant moi. Et ça, c'est ma plus belle réussite, le fait d'évoluer en couple. Et là, par exemple, on a décidé de changer de région pour faire un autre, enfin, pour continuer aussi les projets en lien aussi avec mon activité. Donc, on vend notre maison, on en rachète une autre dans un autre département, et c'est des projets ensemble. Et ça, c'est ma plus belle réussite. Vraiment, le fait de le faire en couple. Même si, voilà, moi, j'ai mon boulot et que lui, il n'intervient pas dans mon boulot, mais le rêve, le pourquoi aussi je fais ça, moi, c'est, voilà, j'ai envie aussi de pouvoir voyager, de pouvoir, voilà, profiter de la vie. Et juste, voilà, d'être heureuse, tu sais, on en revient au départ. C'était quoi mon rêve quand j'étais petite? C'était rencontrer le prince charmant et être heureuse. Donc, je continue sur ce rêve-là, en fait. Et tu l'as rencontré, du coup. Ouais, je l'ai rencontré, ouais, j'avais 29 ans et je l'ai rencontré. J'avais imaginé qu'à 25 ans, je serais mariée avec des enfants. Je l'ai rencontré à 29 ans, c'est bon. Mais pas à 4 ans près non plus, quoi. C'est clair. Et merci pour ce partage, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'imaginent pas à quel point elles ont cette impression, alors cette fausse sensation qu'il faut distinguer les deux. Et aujourd'hui, alors encore plus avec la nouvelle génération, mais on peut créer, si on le décide, puisque c'est vraiment cette décision, un projet qui implique toute la famille. Et dans ce que tu partages, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que quand tu n'es pas dispo, peut-être pour certains moments, parce que si tu es sur… voilà, je sais qu'une création de sommeil, ça prend un temps, donc pendant certains temps, j'existe plus, je mange à peine, je dis bonjour. Tu te retrouves un peu adolescente à la maison, ton mari peut te dire, t'es pas un hôtel ici. C'est ça, tu te mets les pieds sous la table. Voilà, mais c'est super important aussi pour ça, parce que quand on est entrepreneur, quand on crée son entreprise,
on est picousé, c'est-à-dire que c'est H24, c'est pas, on le vit tous, hein, c'est pas je me lève le matin, je fais, et peut-être certaines personnes s'en sont rendues compte en étant salarié, ce que ça peut être dans la mesure où quand on était en télétravail, tu es tenté de faire « Ah, j'ai un truc à faire, une lessive, un rangement ». Non. Et en fait, tu es obligé de t'auto-discipliner pour te dire « Bon, je fais ça, je fais ci, je fais ça ». Mais c'est du tout non. C'est-à-dire que le soir, si tu penses à un truc, tu as un appel, tu as une idée fulgurante la nuit, tu vas te lever ou tu vas noter un truc. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette, je ne vais pas dire repos de l'esprit parce que c'est quelque chose qu'on a choisi, donc on le vit intensément. Mais tu n'as pas cette distinction où tu dis « Bon, allez, il est 5h30, je coupe et je passe à autre chose ». Non, parce que tu as toujours voilà, tes projets qui pensent, tu lis un truc, tu rebondis sur tu vois une interview, tu vas voir au cinéma un truc. C'est toujours en pleine évolution et c'est ce qui me perso aussi, ce qui m'anime depuis des années, puisque la première fois, j'ai créé ma première entreprise en 2003, donc ça commence à faire 20 ans maintenant. Mais je pense que c'est la plus belle, je dis souvent, c'est la plus belle aventure humaine parce qu'on se choisit. Et ce que j'espère, en tout cas, des personnes qui ont pu voilà, écouter et qui ont partagé ton parcours avec nous, voilà, ça va peut-être allumer ou rallumer une étincelle et quand on voit ton magnifique sourire et voilà, c'est pas fin, c'est que tu incarnes cette nouvelle énergie en tout cas. Yes. Merci, merci à toi Anne-Sylvie. Puis voilà, j'espère que ce parcours pourra, parce que des fois il suffit d'un mot, il suffit d'une phrase et on se dit ah mais oui, mais oui, mais oui. Donc si ça peut aider. Et c'était aussi pour ça, et merci d'avoir accepté mon invitation pour le redémarrage de cette saison 2, c'est de se dire, parce que on rencontre des personnes qui ont déjà été dans l'entrepreneuriat, tu sais, et qui créent ou qui changent de projet. Là, ce que je trouve vraiment intéressant dans ton parcours, c'est tu t'es autorisé à quitter la stabilité. Pour beaucoup de personnes, c'est la stabilité, mais la preuve que ce n'est pas forcément l'épanouissement 100% d'être dans l'éducation nationale, où je n'en ai rien, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais par rapport à ce que tu disais, ça peut être la case parfaite pour certaines personnes, et finalement, de t'être choisi, et ça me conforte dans ce que je partage avec mes étudiants en disant, voilà, souvent je leur dis, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Les autres, ce qu'ils pensent, c'est ils font partie du casting et on peut changer. Oui. Donc, par rapport à ce que tu dis, je veux juste ajouter juste un point parce que je trouve ça hyper important. C'est que la sécurité, à un moment donné, je l'ai trouvée sur ma feuille de paye. C'était aussi pour ça que je suis devenue fonctionnaire et enseignante. C'est parce que à 20 et quelques années, j'avais envie de sécurité, que ça passe par un salaire. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que la sécurité, je pouvais la trouver ailleurs que sur ma feuille de paye. Mais ça nécessite vraiment, là pour le coup, un travail personnel de trouver la sécurité en soi. Donc voilà, ça peut être par de la thérapie, ça peut être par du coaching, par ce que vous voulez. Mais vraiment, c'est de se dire, OK, comment je peux me sentir sécure dans ce que je vis? Et la sécurité, c'est pas juste de l'argent, en fait, quoi. Ça fait partie. Mais si on met la sécurité en lien avec notre compte en banque, ça va être très compliqué, en fait, de gérer l'entrepreneuriat. Parce que ça veut dire que quand le compte va être moins bon, là, on va se sentir en insécurité. Donc, c'est vraiment important d'aller travailler ça en parallèle. Et tu parlais, voilà, de connaissance de soi et donc de savoir réguler. Moi, j'ai été formée au coaching sur la théorie polyvagale et le système nerveux autonome, et ça m'a beaucoup aidé à me réguler et à amener la sécurité en moi et pas à la mettre à l'extérieur de moi. Et donc, du coup, ça permet d'avancer, même dans les moments où on est en doute, parce que on va utiliser le corps, en fait, pour se remettre en sécurité. Et notre valeur ne dépend pas de l'argent qu'on a sur notre compte en banque. Ouais. Et ça, souvent, les gens l'oublient parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de choses, que ce soit la confiance en soi, la connaissance de soi, ça ne s'apprend pas à l'école, en fait. Et beaucoup de mes étudiants me disent, mais madame, on aurait dû avoir ça, peut-être pas, enfin si, la bienveillance, la confiance en soi en primaire, mais c'est vrai que en tout cas, il y a quand même des choses qui bougent, les lignes qui bougent, donc ça commence à se mettre en place. En tout cas, merci infiniment, Virginie, pour ce parcours de vie qui aujourd'hui te permet d'accompagner des personnes vers leur mieux-être aussi et dans leur entreprise. Donc, merci pour ça. Merci d'avoir accepté mon invitation
Je suis vraiment honorée et ravie que tu aies accepté. Ça s'est pas fait comme ça. Il y a des timings différents, mais en tout cas, on a pris le temps. Et c'est important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est que parfois aussi, les gens s'épuisent à vouloir forcément forcer un… Comment dirais-je? Ça ne se fait pas à ce moment-là. Il faut aussi apprendre à lâcher. Et parfois, on s'épuise en se disant, mais non, c'est peut-être pas le jour, c'est peut-être pas le moment, ce sera peut-être pour après. Et comme tu dis, il y a peut-être d'autres opportunités qui s'offrent à nous, donc c'est encore mieux. Donc merci infiniment pour ce partage. Avec plaisir. Moi qui étais honorée. Merci beaucoup Virginie.